Revenons à faire une petite blockchain entre nous. Alors vous allez voir, c'est très très simple à percevoir. On va prendre un exemple basique qui est la suivante. On est un groupe d'amis, on se connaît à peu près, pas trop, mais un petit peu quand même. D'accord? On veut tous partir en vacances, très bien. Et on va supposer que nous sommes tous fans de camping-car. Donc on met chacun un petit 5 000 € et on achète un super camping-car. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent, d'accord? Tout va bien. On a acheté un beau camping-car. Seulement voilà, un camping-car, ça se gère, ça s'exploite, d'accord? Donc il y a deux clans dans notre petite communauté de vacanciers. Il y en a qui disent, mais ça, il faut le centraliser, c'est-à-dire il faut aller chez Hertz, chez Avis, ou je ne sais pas chez qui, enfin bref, je ne fais pas de pub, mais il faut aller chez quelqu'un qui va gérer le camping-car, qui va gérer le nombre de kilométrages pour qu'on puisse payer à la fin du mois ou tous les trimestres les frais. Ça, c'est le premier clan. C'est ce qu'on appelle le clan décentralisé. Dans ce clan-là, bien sûr, on peut appeler un centralisé un tiers de confiance. On va faire confiance à un prestataire extérieur pour gérer cette démarche. Donc, mais ce prestataire, il a fait un travail, donc il doit être rémunéré. D'un autre côté, il y a un deuxième clan chez nous qui dit « Non, non, c'est pas la peine. On est assez grand pour se débrouiller tout seul. On connaît tous un petit peu l'informatique. On va noter ça sur un cahier. On va dire combien de kilomètres chacun d'entre nous a fait. Et puis après, à la fin du mois, on fait les comptes sur une fiche Excel. » Très bien, on se met d'accord sur une gouvernance. Alors, deuxième élément qui est important dans une blockchain, on parle de gouvernance. C'est-à-dire c'est les membres de la communauté qui choisissent leurs règles du jeu. Par exemple, nous, on va décider que 1 km égale 1 euro. Maintenant, si dehors, c'est 1 km égale 5 euros, ce n'est pas notre problème. Nous faisons notre gouvernance et nous faisons notre programme qui va calculer à la fin du mois. Si quelqu'un a fait 200 km, il payera 200 euros. Donc, nous sommes dans un concept qui s'appelle groupe et partagé. Alors, donc, on décentralise. Très bien. On va se débrouiller tout seul, sans personne. Donc, deuxième élément, souvenez-vous de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a technologie ledger, technologie registre distribué. On revient à la case départ. Tout va être distribué, vous allez voir comment ça va se passer. Donc, il y en a un d'entre nous qui va dire, ok, on se débrouille tout seul, mais on va mettre un petit livre dans le camping-car où on notera chacun d'entre nous le nombre de kilométrages. Comme ça, à la fin du mois, on reprend le livre et on fait une écriture en disant, on a écrit tout ça dans un registre. Souvenez-vous, technologie ledger distribuée. Ledger égale registre, d'accord? Donc maintenant, si vous mettez un livre dans un camping-car, ça va se salir, ça va finir par disparaître. Donc on est assez intelligent et on est assez grand pour faire tout simplement non pas un livre papier, mais une espèce de fiche qu'on peut appeler Excel, qu'on peut appeler Word, qu'on peut appeler Bloc, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. D'accord? Très bien. Donc on a décidé qu'on se débrouille tout seul, qu'on partagera les frais entre nous, et que tout ce qu'on va faire comme kilométrage pour partager les frais, on va l'écrire. Parfait. Je démarre, je suis un des membres de la communauté, et je vais tout simplement faire un premier kilomètre. Donc je prends le camping-car, et je dis que j'ai fait 359 km de Paris vers Niort. J'écris que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de pneus crevés, etc., etc. Donc c'est ma première ligne. Alors pour simplifier mon application ici, j'ai dit qu'une transaction, une écriture est égale à un bloc, ce qui est faux. Donc je synthétise, parce que dans un bloc, il y a beaucoup plus de transactions. Très bien. Mais on se connaît tous un tout petit peu, mais on ne se connaît pas tant que ça. Et j'ai un peu peur que vous veniez changer l'information sur le registre qui est électronique et vous mettiez 500 km, ce qui fait qu'à la fin du mois, je risque de payer 500 km. Parce que si vous êtes tous d'accord contre moi, comme le registre est distribué, vous pouvez me dire à la fin du mois, mais attends, c'est pas 359, nous dans notre registre, on a 500 km parce que vous êtes tous mis contre moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Première chose, tout ce qui est écrit dans une blockchain est haché. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que haché, ça veut dire qu'un document qui est enregistré dans une blockchain, eh bien il a une empreinte dans lequel, en théorie, sauf ordinateur quantique, mais ça on verra plus tard, on ne peut pas remonter en arrière. Donc un document qui est écrit, un contrat, tout simplement un acte d'achat, ou tout simplement le fait que j'ai dit que j'ai fait 359 km, eh bien c'est gravé, c'est indélébile dans une blockchain. Donc vous allez beau faire tout ce que vous voulez, ça sera toujours la même chose. Donc, si quelqu'un me change d'information, me met 500 km, je refais une empreinte, je dis attention, il y a quelqu'un qui a truqué quelque chose. Donc première règle de base, quand on écrit dans une blockchain, tout est avec une empreinte. Très bien. Donc je fais mes kilomètres, j'écris mon empreinte. Deuxième règle de base, dès que quelqu'un écrit dans une blockchain, tout est distribué à tout le monde. C'est d'ailleurs le fameux registre sur lequel j'ai écrit, imaginez que ce soit une fiche Excel, j'ai écrit une information, instantanément l'application le distribue à tout le monde. Donc premier élément que vous constaterez ici, c'est que pour pouvoir démonter une blockchain, il faut déjà avoir un peu de connaissances en chiffrement, on verra pourquoi tout à l'heure, un peu de connaissances en empreinte, et puis beaucoup
de qualité pour aller démolir l'ensemble des registres qui est distribué directement sur tous les ordinateurs. Alors quand nous sommes 10, c'est faisable. Quand vous êtes 100, ça devient très compliqué. Quand vous êtes 1000, ça devient impossible. Et quand vous êtes 10 000, c'est encore plus surréaliste. Donc on voit bien déjà qu'il y a un deuxième niveau de sécurité qui est positionné ici. Très bien, nous continuons. J'ai fait ma première écriture. On a écrit que j'ai fait un petit bloc, j'ai fait une empreinte. Tout est distribué. Donc la deuxième personne revient et dit, voilà, je reprends le camping-car. Cette deuxième personne fait un voyage Paris-3. Donc pas d'incident, etc. Je ne reviens pas dessus. Attention, la blockchain n'est pas une base de données. On est bien d'accord qu'on met que l'enregistrement et l'empreinte. Donc tout va bien. Parfait. Donc à partir de là, il y a une deuxième transaction. C'est-à-dire une deuxième ligne. Imaginez que ce soit une deuxième ligne. Il va falloir souder ces deux lignes. Alors pour essayer de faire... Donc c'est ce qu'on appelle la blockchain. On va chaîner les blocs tout simplement. Alors pour essayer de faire le plus simple possible dans mon exemple, eh bien, je vais faire cet élément-là. C'est un peu plus compliqué que ça, mais essayons de faire très simple. Lorsque j'ai fait ma première transaction, que j'ai écrit, que j'ai fait 359 km, j'ai fait ce qu'on appelle l'empreinte, mais ma mécanique, ma blockchain, a fait l'empreinte du tout. D'accord? Maintenant, l'empreinte du tout va devenir la première ligne de l'empreinte de l'écriture suivante. D'accord? Donc ça veut dire que la deuxième transaction, si on imagine qu'une transaction c'est égal à un bloc, ce qui n'est pas tout à fait vrai, eh bien ici vous avez ce qu'on appelle la transaction, ce qui se positionne là. On écrit la deuxième transaction, on fait son empreinte et on mélange les empreintes des empreintes. Vous avez compris, à fur et à mesure, on va hacher le tout et on va se positionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le registre qui est distribué à tout le monde, ben, plus personne ne peut toucher à rien. Parce que si quelqu'un, pour des raisons XY, 3 ans après ou 3 mois après, change une transaction dans le chaînage, tout le monde va recevoir une alerte en disant il s'est passé quelque chose. On ne saura pas qui et comment, pourquoi, on cherchera. Mais il y a une anomalie quelque part dans le circuit. Donc, pour suivre ce qu'on appelle un colis, une traçabilité, certains types de profils, c'est assez intéressant. Donc, on voit bien que ici, c'est quelque chose de simple. Une petite remarque au passage, vous remarquerez que là, je vous ai parlé d'une espèce de fiche Excel, je vous ai parlé de comment faire des empreintes. Tout ça, c'est des technologies qui sont ridiculement peu chères. Par rapport à, pour ceux qui sont dans le secteur informatique, vous allez comprendre qu'on n'investit pas 1 million d'euros ou 2 millions d'euros pour faire une blockchain. Hein. Donc ce n'est pas tout à fait le même niveau. Donc les entreprises sont assez intéressées parce que c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. Nous continuons, avant que vous ayez déjà des questions. Peut-être dans la salle? Pour le moment, je suis clair. Ça ne va pas trop vite. Nous poursuivons notre démarche. Ici, vous remarquerez une chose. C'est que tout à l'heure, moi j'ai dit, je fais 359 km et je l'écris. D'accord? Donc je fais l'empreinte, c'est écrit dans la blockchain. Quelqu'un d'autre a fait 300-400 km, il écrit. Mais maintenant, supposons que vous êtes honnête, que ce soit moi qui sois malhonnête. D'ailleurs, en clair, je n'ai pas fait 359 km, j'ai fait 500 km, mais comme je veux gagner un peu d'argent, je mets 359. Il y en a un d'entre nous qui est un peu plus prudent, plus méfiant que les autres. Il dit, mais moi, je veux bien qu'on écrive tout ce qu'on veut, mais je veux vérifier qu'on a bien fait 359 km. D'accord? Alors lui, il va se sacrifier, entre guillemets, tout est relatif, pour aller sur, je sais pas, sur Google Maps ou n'importe quoi, pour aller calculer les kilométrages pour voir si j'ai vraiment Paris-Niort, ça fait vraiment 359 km. Et lui, il va horodater l'information, c'est-à-dire qu'il va le valider. Alors j'ai fait un exemple à la main exprès, mais tout ça, ça se fait automatiquement, hein, la question ne se pose même pas. D'accord? Donc on voit bien qu'on a une personne qui fait un petit travail. Alors cette personne, on va le voir tout à l'heure, à quoi elle sert. Soit elle est volontaire, c'est gratuit, soit elle va être rémunérée. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle la notion de cryptomonnaie. Très bien, donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Premièrement, que c'est distribué. Deuxièmement, que c'est chaîné. Troisièmement, c'est avec plein d'empreintes. Quatrièmement, c'est horodaté avec un temps universel. Bah, nous, on est content d'avoir une solution. On dit oui. Seulement, voilà. Bric, broc. Regardez ce qui est en train de se passer. Il prend ses 50 heures de camping-car, il les vend contre des euros. Et nous, pour s'amuser, au lieu de parler de bons de camping-car, on va appeler ça le carcoin. Nous venons d'inventer une crypto-monnaie qui s'appelle le carcoin, qui s'échange contre l'euro. Tout le monde me suit? Maintenant, imaginez que dans la salle à côté, vous ayez des bricoleurs, des génies de la plomberie, et que nous avons un problème avec notre camping-car. Parce qu'il y a une fuite, je ne sais pas dans quoi, j'y connais rien. Eh bien, eux, ils auront aussi peut-être des plomberies coins. Et c'est à nous, notre communauté vis-à-vis de leur communauté, on va trouver une valeur, combien vaut un camping-car coin et combien vaut une brique coin, et on va pouvoir s'échanger les services. On vient de créer 2 crypto-monnaies là. D'accord? Donc ça veut dire que les communautés, si elles veulent créer leur crypto-monnaie pour s'échanger de la valeur,
c'est leurs règles du jeu. C'est ça qui perturbe toute l'économie en ce moment. Parce que où sont les règles juridiques, où sont les règles... Enfin, je pourrais passer des journées à vous expliquer ça, hein, c'est mon métier, j'allais dire. C'est ce que j'explique à mes clients. Donc, du coup, il y a toute une règle du jeu à mettre en place, mais pour le moment, il y a beaucoup de choses qui passent à travers la réglementation générale, où passe la TVA, où passent les impôts, enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais vous venez de prendre conscience qu'en moins de 10 minutes, avec un exemple un peu basique, nous venons de créer une crypto-monnaie. Ça marche pour tout le monde? Alors, tout ça, ça fait que ça change énormément les règles du jeu. Les règles du jeu aujourd'hui sont perturbées par ce phénomène. Alors, je voudrais juste, avant de vous montrer quelques cas d'usage, parce que ce qui compte, c'est vraiment ce que font les entreprises avec ces technologies-là, à quoi ça va leur servir. Parce que toutes les entreprises n'ont pas l'intention de faire de la crypto. Hein. Il y en a déjà largement assez, il y en a plus de 380. Si vous voulez, je vous montrerai quelques sites dans ce domaine-là. Donc tout le monde n'a pas besoin de faire de la crypto, mais il y en a qui commencent déjà à faire de la crypto, et je pense qu'il faut aller vers ce phénomène-là pour essayer de bien comprendre et maîtriser. J'ai une société informatique, je ne vais pas faire de la pub, on est sur... Enfin bref, ils ont fait leur propre réseau de crypto à l'intérieur de leurs collaborateurs, tout simplement pour comprendre la mécanique. Donc chaque collaborateur a ce qu'on appelle des talent coins, enfin je peux vous montrer ça, c'est une société informatique. Alors maintenant, pour faire tout ça, il me faut quand même, on en a parlé, c'est un concept qui est révolutionnaire, qui va nous perturber en termes d'organisation et qui va nous perturber en termes de finances. C'est pour ça que beaucoup de banques s'affolent avec ça et s'intéressent à ce sujet-là. Une petite remarque au passage, on a dit quand même que c'était un concept et on vient de partager ce concept en quelques minutes le plus rapidement possible et d'une manière très simplifiée. Eh bien, ce système, il a besoin quand même d'informatique, il n'y a pas de mystère. Donc, la plupart des plateformes que je vous ai montrées chez Microsoft, chez Hyperledger, etc., sont dans la même philosophie. C'est-à-dire qu'il vous faut d'abord un registre, d'accord? On est bien d'accord? Il faut bien héberger ça quelque part. Alors souvenez-vous, on est en distribué, hein, chacun récupère le registre. Mais parfois, on a besoin de travailler en termes de registre, chiffrement, agrégateur, etc. Ça, c'est la base. Après, vous avez ce qu'on appelle des programmes automatiques. Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de mon camping-car qui d'un seul coup se met à parler à ma blockchain et dans la blockchain, il y a un petit programme qui va invoquer ma banque pour récupérer mon argent. Donc, c'est ce qu'on appelle un programme. On peut l'appeler une fonctionnalité en quelque sorte. Ça s'appelle dans le domaine du monde, alors il y a un langage un peu spécifique au monde de la blockchain, ça s'appelle des smart contracts, des contracts, d'accord? Émission d'un contrat, validation d'un document, automatisation de flux, transfert des documents. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. En ce moment, on travaille pour un cabinet d'avocats qui demande à ce que systématiquement, lorsqu'ils envoient un document ou un devis, tout simplement un rapport, eh bien que le document soit enregistré en termes d'empreinte dans la blockchain. Parce que ça va travailler entre l'huissier, l'expert financier, l'expert juridique, les avocats. Et on ne veut pas que pendant cette manipulation, qu'on peut appeler chemin, workflow en quelque sorte, que le document change de nature. Donc on vérifiera systématiquement l'empreinte, d'accord? C'est ce qu'on appelle la notion de traçabilité. Ça s'appelle des petits programmes. Alors, une des réglementations, de l'éthique et des réglementations dans une blockchain, c'est qu'un programme qui est écrit dans la blockchain ne peut pas être changé. N'oubliez pas, tout est décentralisé. Hein. Je vais assez vite, mais il n'y a pas un patron qui peut aller dans le code et puis manipuler. Une fois que le code est inscrit, il est dans l'arbre. Alors, vous avez après un autre petit langage, un autre petit concept qui est dans la blockchain, c'est ce qu'on appelle les oracles. Alors, les oracles, c'est un terme, parce que dans un programme qui est écrit dans la blockchain, on le verra tout à l'heure, il ne va pas interroger l'extérieur. C'est nous qui lui envoyons une information pour qu'il fasse un résultat et qu'il calcule, d'accord? Donc on les appelle, alors c'est un petit peu de vocabulaire spécifique, la sémantique, comme on dit, la blockchain, ça s'appelle des oracles. Alors les oracles, c'est qui? C'est peut-être une personne qui va saisir une information, c'est peut-être une base de données, c'est peut-être un objet connecté, on a vu la notion de camping-car, c'est peut-être la validation d'une transaction. Enfin bref, il faut bien envoyer une information à ce programme pour qu'il puisse faire son métier. Et pour terminer cette plateforme, je dirais qu'il y a toutes sortes de blockchains, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des solutions métiers blockchain privées. Par exemple, nous avons une blockchain dans le domaine du droit, dans le domaine des communicants, c'est plutôt privé, d'accord? Alors qu'il y a des blockchains publiques, nous avons des blockchains pour les artistes, pour la gestion de preuves. Donc voilà, on voit bien que ici, nous avons de l'informatique quand même, il n'y a rien à faire. Hein. Donc il y a 4 étages. Ça, cet étage-là est partagé par tout le monde. En général, cet étage-là est souvent open source, voire gratuit. Après, chaque acteur, chaque entreprise va fabriquer ses propres règles du jeu et ses propres, je dirais, smart contracts et ses propres interfaces pour saisir l'information. Donc c'est quand même un peu d'informatique.